Au XIXe siècle, dans l'une des sombres rues du faubourg Saint-Denis, vivait un vieil artiste appelé Monsieur Pons. Méprisé par ses cousins, rejeté par sa famille, il menait auprès de son fidèle ami Schmuck une humble et triste existence. Il était pourtant propriétaire d'une étonnante et précieuse collection d'objets d'art et de tableaux de maître. Pressentant sa fin prochaine, Monsieur Pons légua sa collection à son seul ami, Schmuck. Découvrant l'ampleur de la succession, les cousins de M. Pons s'animèrent subitement d'un souci de protéger le patrimoine familial, de préserver son unité, son intangibilité. Ils dénoncèrent le testament de Pons. Schmuck, qui de bonne foi se croyait le propriétaire de la collection de tableaux puisqu'il en était le légataire, dut la restituer aux cousins qui récupérèrent la succession. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les secrétaires, Mesdames, Messieurs, pour la chute de son roman « Le cousin Pons », Balzac a choisi de faire triompher l'intérêt supérieur à conserver un bien dans le patrimoine familial. Cet intérêt supérieur l'a emporté sur les espérances légitimes de celui qui disposait de bonne foi d'un testament, d'un acte juridique. Quelle fin allez-vous donner à l'affaire qui se présente devant vous et dans laquelle est également invoqué un intérêt supérieur, l'inaliénabilité du domaine public? Les faits vous ont été rappelés. Comme la famille de M. Pons, l'État invoque un intérêt supérieur. Il revendique la propriété du fragment à l'aigle du jubé de la cathédrale de Chartres au nom de son appartenance au domaine public. Vous admettrez cette appartenance, la question du classement du bien relevant en toute hypothèse du juge administratif. Comme Schmuck, la société Brimaut de la Rousille dispose d'un titre de propriété sur le bien et le possède de bonne foi. Elle se prévaut donc du bénéfice de l'usucapion prévu par les dispositions de l'article 2276 du Code civil qui confère sur les meubles un droit de propriété immédiat à qui les possède de bonne foi. Ce mécanisme se heurte toutefois au principe d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité des biens du domaine public prévu à l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques. À l'occasion d'une question prioritaire de constitutionnalité posée dans notre affaire, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution. Le 26 octobre 2018, il a ainsi retenu qu'un bien du domaine public ne peut faire l'objet ni d'un droit de propriété, ni de la prescription acquisitive prévue par le Code civil, même pour les possesseurs de bonne foi. Sans attendre cette décision, vous aviez déjà considéré en 1896 que le domaine public étant inaliénable et imprescriptible, les objets mobiliers qui en font partie ne peuvent donner lieu à la prescription acquisitive. Mais la Cour européenne des droits de l'homme retient une conception plus large, plus subjective du droit de propriété. Elle admet que la possession prolongée d'un meuble fait naître une espérance légitime pour son détenteur et que cette espérance constitue un bien susceptible d'appropriation au sens de l'article 1er du premier protocole annexé à la Convention européenne des droits de l'homme. Elle vérifie ainsi que toute atteinte portée à ce droit de propriété est justifiée par un intérêt légitime, nécessaire et proportionné. La question de la conformité à la Constitution de l'article L. 3111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques étant réglée, c'est sur le terrain de sa conventionnalité que vous vous placerez pour répondre à la question suivante. Le fragment d'un monument appartenant au domaine public peut-il être usucapé par un acquéreur de bonne foi? Ayant possédé le fragment à l'aigle durant plusieurs années, son détenteur a nourri une espérance légitime que ce bien lui appartienne. Il dispose donc d'un droit de propriété sur ce bien au sens de l'article 1er du premier protocole annexé à la Convention. Lui refuser le bénéfice de l'usucapion revient à le déposséder, à porter atteinte à ce droit de propriété. Cette atteinte ne serait conforme à la Convention européenne des droits de l'homme que si elle était justifiée par un intérêt public et proportionnée à cet intérêt. L'existence des intérêts d'abord, la balance des intérêts ensuite. L'existence des intérêts. Dans sa conception anglo-saxonne, l'intérêt général est formé de l'ensemble des intérêts particuliers. Intérêt public et intérêt privé sont donc complémentaires.
Dans sa conception française, au contraire, les intérêts privés ne peuvent qu'affecter l'intérêt général qui dépasse la volonté de chaque individu. Ces intérêts sont opposés. C'est bien dans la conception française que se place notre affaire. L'intérêt privé, l'espérance légitime du possesseur de bonne foi, s'oppose à l'intérêt public invoqué par l'État pour la protection de son domaine public. L'espérance légitime d'une part, l'intérêt public d'autre part. L'espérance légitime. Quel esprit ne bat pas la campagne? Qui ne fait pas de châteaux en Espagne? Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. La pauvre Perrette et son pot au lait en sait quelque chose. L'espoir déçu emporte autant avec lui que la perte du bien. C'est à cette espérance légitime que la Cour européenne des droits de l'homme confère une valeur patrimoniale. Il s'agit de protéger le possesseur qui peut légitimement se croire en situation de sécurité juridique quant à sa qualité de propriétaire du bien. Et cela vaut également pour les biens construits illégalement sur le domaine public. Au cas présent, la nécessité de protéger les espérances légitimes et la sécurité juridique du possesseur de bonne foi ne fait pas de doute. Le possesseur a acquis le bien, un certain prix, il bénéficie d'un acte de vente, d'un titre de propriété sur ce bien, il s'en croit propriétaire, et cette croyance ne saurait être brutalement balayée des années après l'acquisition du bien. Avec la sécurité juridique du possesseur de bonne foi vient celle des contrats légalement conclus. Toutes les ventes d'objets d'art seraient-elles susceptibles d'être annulées si l'on découvrait des années, voire des siècles plus tard, qu'elles portaient en réalité sur des biens de l'État? Et avec la sécurité juridique de ces contrats vient celle de l'activité économique du professionnel du marché de l'art, dont les biens qu'il acquiert seraient susceptibles de lui être retirés sans indemnité. Le galeriste ou l'antiquaire, face à l'État qui engage sans crier gare des actions en restitution de ses biens, aurait toute sa place dans le procès de Kafka. Il lui fallait se remémorer toute sa vie, jusque dans les actes et les événements les plus infimes, puis l'exposer et enfin l'examiner sous tous ses aspects. On mesure l'importance de l'espérance. Pourrait-elle être remise en cause par l'intérêt public qui s'attache à la protection du domaine public? L'intérêt public. Il est le fer de lance de la domanialité publique. C'est au nom de l'intérêt public qu'une personne publique dispose d'un droit de préemption pour se substituer à un acquéreur potentiel. C'est au nom de l'intérêt public qu'une personne publique peut exproprier un particulier. Une juste et préalable indemnisation est certes prévue, mais seul l'intérêt public permet de priver une personne de tout ou partie de son bien. Grotius nous rappelait ainsi que le monarque a pour le bien commun un droit de propriété plus étendu sur la fortune des particuliers que les particuliers eux-mêmes. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs reconnu l'intérêt public qui s'attache à la conservation du domaine public dans ses décisions du 29 mars 2010, Depal et Brosset-Triboulet, relatives au cas de maisons construites illégalement sur le littoral breton. C'est également cet intérêt public qui a guidé le Conseil d'État dans sa décision du 21 juin 2018 dans l'affaire dite du Pleurant numéro 17. Cette statue, qui ornait originairement le tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, était dans le patrimoine d'une famille depuis plus de 2 siècles. Ayant reçu ce bien en héritage, un membre de la famille a souhaité le mettre en vente. Mal lui en a pris, l'État l'a revendiqué. Pour le Conseil d'État, l'intérêt public qui s'attachait au maintien dans le domaine public d'une œuvre d'une telle valeur artistique et historique justifiait la dépossession de la famille détentrice. Dans notre affaire, le fragment à l'Aigle est un trésor national, appartenant au domaine public, et l'État dispose bien d'un intérêt public à le revendiquer. L'intérêt public existe, mais il ne permet pas tout. Il vous faut maintenant vérifier que l'atteinte au droit de propriété que constitue la dépossession est proportionnée au regard de cet intérêt public. La balance des intérêts. Pour Cicéron, l'homme d'État doit n'avoir en vue que le bien public et tenir un juste équilibre entre le peuple et les puissants. Tout est affaire de proportion. Suivant ces sages considérations, la Cour européenne des droits de l'homme retient qu'une mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et le droit du requérant au respect de ses biens. Pour équilibrer la balance des intérêts en présence, la Cour tient compte de l'attitude des parties ainsi que de l'existence d'une éventuelle compensation financière. Le comportement des parties d'une part, la compensation financière d'autre part. Le comportement des parties.
Vous pourriez retenir la bonne foi du possesseur pour considérer que l'atteinte portée à son droit de propriété est disproportionnée. Après tout, le détenteur du bien l'a acheté, l'a entretenu. Il a même, s'agissant de biens immobiliers, payé des taxes et des redevances foncières sur ce bien. Dans notre affaire, le possesseur du fragment n'a jamais caché sa possession. Il s'agissait d'une possession paisible, publique, sans pour autant être candide. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est donc de toute bonne foi qu'il a sollicité un certificat d'exportation pour vendre le bien. Toutefois, dans sa décision précitée Depal contre France de 2010, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu que la bonne foi des occupants ne faisait aucun doute. Mais ça ne l'a pas empêché de juger l'atteinte proportionnée. La bonne foi ne permet donc pas en elle-même de caractériser une éventuelle disproportion. Vous pourriez aussi vous interroger sur le comportement de l'État. Sa négligence et la durée de cette négligence sont susceptibles de révéler la disproportion de l'atteinte portée au droit de propriété. C'est ce qu'a retenu la Cour de Strasbourg dans sa décision Oner Yildiz contre Turquie de 2004. L'État avait toléré la construction illégale de logements sur le domaine public pendant plus de 5 ans, y récoltant même des impôts fonciers. La Cour le rappelle de manière constante. Face à une question d'intérêt général, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile, de façon correcte et avec la plus grande cohérence. Au cas présent, l'État a tout d'abord tenté de négocier le prix de vente avant de s'en réclamer le verus dominus. Vous pourriez considérer que par cette première stratégie, l'État a entretenu l'espérance légitime du possesseur, puisqu'il négociait un prix de vente et non une restitution. Le reprocher à l'État est toutefois difficile, car dès qu'il a eu connaissance de l'appartenance du bien au domaine public, il a fait connaître son intention de le récupérer. La bonne foi du possesseur et le comportement de l'État ne paraissent donc pas révéler une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Qu'en est-il de l'absence de compensation financière ? La compensation financière. Voyez, messieurs, supposons que l'État ait vendu à un particulier un bien mal acquis et qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'État vienne à découvrir que le bien qu'il lui a vendu ne lui appartenait pas, que les titres étaient faux. Aurait-il le droit de dépouiller le propriétaire nouveau sans compensation pour le restituer au vrai propriétaire ? Non, messieurs, il aurait le devoir d'indemniser le propriétaire de bonne foi. Pour Lamartine, retraçant l'histoire de Toussaint Louverture, une dépossession ne saurait se passer d'une compensation. Doit-il en aller autrement s'agissant du possesseur du fragment à l'Aigle, dépossédé sans être indemnisé ? Privé de toute possibilité de remboursement du prix d'acquisition du bien, a-t-il subi une charge financière disproportionnée ? À travers son encyclopédie, Diderot nous répondrait que celui qui fait perdre quelque chose à un autre, de quelque manière que ce soit, doit le réparer. La Cour européenne des droits de l'homme est plus nuancée. Elle considère que les modalités d'indemnisation peuvent assurer un juste équilibre entre les intérêts en présence pour ne pas faire peser sur le requérant une charge disproportionnée. Mais l'absence d'indemnisation n'est qu'un élément parmi d'autres susceptibles de révéler la disproportion. En 2014, la Cour de Strasbourg a ainsi constaté que la reprise d'un bien illégalement édifié sur le domaine public avait été ordonnée sans indemnisation et avait obligé la société occupante à cesser toute activité économique. La charge financière était donc excessive, l'atteinte disproportionnée. Mais dans cette affaire, la disproportion résultait du cumul de l'absence d'indemnisation avec l'impact de la dépossession sur l'activité économique du requérant. A l'inverse, la Cour de Strasbourg juge de manière constante qu'à elle seule, l'absence d'indemnisation ne caractérise pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. S'agissant du fragment à l'Aigle, il ne semble pas que sa récupération par l'État aurait un impact excessif sur l'ensemble de l'activité économique du possesseur. La seule absence d'indemnisation ne nous semble donc pas caractériser la disproportion au sens de la jurisprudence européenne. L'État n'est pas aussi cupide que les cousins de M. Pons, mais son domaine public est inaliénable et imprescriptible. L'intérêt public qui s'attache à la conservation de ce patrimoine justifie que lui soient restitués les biens classés dans le domaine public. Comme Balzac, vous fermerez donc la porte aux espérances du possesseur, pourtant paisible et de bonne foi. Vous refuserez d'écarter l'application du Code général de la propriété des personnes publiques. Vous rejetterez.